je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau, je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien, je chante sur mon chemin. Les elfes, divinités de la nuit, les elfes courent dans mon lit. La lune se faufile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Au poste, d'autres moustaches m'ont dit, au poste, ah mon ami, oui, c'est vous le chanteur, le vagabond, on va vous enfermer, oui votre compte est bon. Non ficelle, tu m'as sauvé la vie, ficelle, sois donc béni. Car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit, je me suis pendu cette nuit et depuis je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux, un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Non, non, je suis heureux, ça va, j'ai plus faim. Et je chante sur mon chemin. Je chante, chanson écrite et interprétée par Charles Trenet en 1937. 1937, c'est aussi la date de la pose de la première pierre d'une grande station de radio, aujourd'hui disparue, Radio Andorre. L'histoire racontée de Radio Andorre par Jean-Marc Prince. Bonsoir, je vais vous raconter ce soir comment est née cette radio périphérique, Radio Andorre, qui a bercé les auditeurs français et européens durant 42 ans. L'idée de créer une grande station de radio aux frontières de l'Hexagone avait germé dans l'esprit d'un grand promoteur de la radio commerciale française des années 20 et 30, le Toulousain Jacques Trémoulet. Il avait lancé dès 1925 une des premières radios françaises de province, Radio Toulouse, et dès 1926, il avait tenté, mais en vain, de lancer une radio périphérique au Grand-Duché de Luxembourg. Mais il avait malheureusement pour lui été doublé par un autre promoteur français, celui de Radio Paris, qui obtint, lui, la concession du gouvernement luxembourgeois et qui créa Radio Luxembourg, l'ancêtre de RTL. Ce premier échec de Jacques Trémoulet et de son associé, Léon Kierzkowski, ne les découragea pas pour autant. Mais avant de se lancer une nouvelle fois à l'étranger, ils vont renforcer la puissance de Radio Toulouse et surtout prendre le contrôle d'autres stations de radio privées françaises comme Radio Sud-Ouest à Bordeaux, Radio Aja ou Radio Vitus à Paris qu'ils vont transformer en poste de l'Île-de-France. Puis en 1935, ils se décident à lancer une nouvelle radio périphérique, mais cette fois c'est en Andorre. D'ailleurs, il faut préciser que le terme de radio périphérique n'existait pas encore à cette époque. Il ne fut inventé que dans les années 50. Mais l'idée consistait à échapper à la réglementation de la radio privée française qui était de plus en plus contraignante et surtout précaire. En effet, les contraintes imposées en France aux radios privées étaient de ne pas pouvoir augmenter leur puissance, ni même d'améliorer leurs conditions techniques. Du côté financier aussi, de nouvelles taxes sur la publicité radiophonique dans les années 30 vont être imposées aux radios commerciales pour être versées à qui ? À la radio d'État pour assurer son financement. Par ailleurs, les contrats de concession de l'État étaient précaires et révocables et pouvaient du jour au lendemain laisser la place à un monopole d'État que les partis de gauche souhaitaient instaurer en France, interdisant par là même la radio privée. Enfin, lorsque la plus importante radio privée française, Radio Paris, allait connaître un succès tel qu'elle allait éclipser et faire ombrage à la radio d'État, l'État décida tout simplement de la nationaliser.
Alors heureusement pour ses propriétaires, Radio Paris avait commencé déjà à se replier au Luxembourg, et l'indemnité qu'ils reçurent de l'État leur permit de financer Radio Luxembourg. Donc, le propriétaire de Radio Toulouse voulait avoir une solution de repli pour son poste phare, Radio Toulouse, dans l'éventualité où la loi française finirait par entraver son exploitation, voire même l'interdire. En dehors du Luxembourg, il n'y avait que 2 pays frontaliers qui pouvaient offrir cette opportunité de créer un grand poste privé. C'était les principautés d'Andorre et de Monaco. Toulouse n'étant pas très loin de l'Andorre, Jacques Trémoulet et Léon Kieskowski décidèrent donc d'entamer des négociations avec les autorités andorranes. On peut dire qu'elles furent laborieuses. Mais en 1937, ils estimèrent qu'elles étaient suffisamment solides et avancées pour pouvoir poser la première pierre de l'émetteur à proximité du village d'Ancan en Andorre. On est toujours en 1937 et on vient d'entendre un morceau de Django Reinhardt, le roi de la guitare manouche, et Stéphane Grappelli, le virtuose du violon dans Minor Swing. Après les États-Unis, d'ailleurs, le jazz commence à s'imposer auprès de la jeunesse européenne. Les radios privées françaises commencent à lui faire une place de plus en plus grande dans leur grille de programme. En Andorre, les travaux de l'émetteur, interrompus par l'hiver, reprennent. Jacques Trémoulet et Léon Kieskowski avaient signé un accord avec un industriel natif de l'Andorre, M. Buenaventura Villarribes, car les autorités andorranes ne pouvaient accorder une concession qu'à un citoyen andorran. Malheureusement, le sieur Villarribes meurt en 1935 et il faut tout recommencer avec son héritière, Lolita Villa, représentée par son mari Stanislas Puiros.
L'accord prévoit que le groupe Trémoulet finance entièrement la station, en échange de l'exploitation publicitaire de cette dernière, donc de ses ressources, et de la maîtrise de ses programmes. Quant à M. Puigros, en échange de l'apport de la concession de sa femme, il percevra une indemnité mensuelle conséquente et demeurera l'administrateur officiel de la nouvelle société. Mais les difficultés ne viennent pas de ce côté, mais du côté du gouvernement français. En effet, à cette époque, l'Andorre est encore sous la tutelle de deux coprinces, un espagnol, l'évêque d'Urgell, et un français, le président de la République française. Alors du côté de l'évêque, pas de problème, Jacques Trémoulet l'a rencontré à de nombreuses reprises, et d'ailleurs en 1937, en raison de la guerre civile espagnole, l'évêque est réfugié à Toulouse. En revanche, le président de la République française, à cette époque, a moins de pouvoir que le président du Conseil, et donc du gouvernement. Et à cette époque, les présidents du Conseil, ça change tout le temps, jetant tantôt le chaud, tantôt le froid, et multipliant les maladresses envers les Andorrans et leur Conseil général. D'ailleurs, ce dernier va prendre le parti de Radio Andorre, rien que pour montrer sa défiance à la France, qui considère un petit peu trop l'Andorre comme une colonie, ce qu'elle n'est pas. Finalement, il faudra attendre 1939 pour que le représentant du coprince français accepte du bout des lèvres d'autoriser la mise en service de cette nouvelle radio, qui s'exprimera à moitié en français et moitié en castillan, mais qui ne devra pas diffuser d'informations pour ne pas créer de conflit entre la France et l'Espagne. Alors surtout que l'Espagne vient de devenir franquiste. C'est sous la pression du ministre des Affaires étrangères français que la décision d'autorisation est prise. En effet, la situation internationale est tendue. Finalement, la station appartient à un Français, et le pays aura peut-être besoin d'une puissante station pour faire entendre une voix française en dehors de la métropole. Et surtout sur le bassin méditerranéen, Espagne, Italie et Afrique du Nord comprises. C'est d'ailleurs parce que l'Espagne est maintenant sous la botte du général Franco que Radio Andorre va s'exprimer, outre le français, en castillan et non en catalan, la langue maternelle des Andorrans. Les Catalans avaient été les plus durs adversaires de Franco durant la guerre civile, aussi leur langue va être bannie de l'administration et des médias, et Radio Andorre, bien que située dans une principauté libre, devra ne jamais contrarier ni les Espagnols ni les Français, de peur de voir sa survie menacée. Mais Jacques Trémoulet va s'en accommoder, car son ambition est de lancer une radio musicale, sans information, sans blabla, sans commentaires, mais uniquement avec un programme composé de disques, annoncé donc en espagnol, par une speakerine, et en français, par un speaker. Et son ambition n'est pas de diffuser des idées, mais bien de réaliser des bénéfices, surtout dégager des taxes et des impôts français, et aussi dégagé d'une administration pesante et handicapante. Nous arrivons donc en 1939, les travaux de l'émetteur sont terminés, et Radio Andorre est officiellement inauguré le 7 août 1939. Le gouvernement français y sera même représenté par le ministre des Travaux publics Anatole de Monzy. Jacques Trémoulet savoure sa victoire, d'autant plus qu'après divers amendements au contrat, qui le lient à Stanislas Puigros, il est devenu, de fait, le seul patron de la station, puisqu'il la finance entièrement. L'air que vous venez d'entendre est la marche des conseillers d'Andorre. Il va servir d'indicatif du début des émissions à la nouvelle radio Andorre. La station utilisera un autre air pour ponctuer la fin de ses programmes, c'est l'hymne national andorran. La marche des conseillers va donc être le premier morceau de musique diffusé en ce 7 août 1939 lors de l'inauguration de la station. Dans un premier temps, Radio Andorre va se contenter de ne diffuser que des émissions d'essai durant quelques heures par jour. Les réglages techniques sont complexes entre l'émetteur qui occupe un magnifique bâtiment néo-roman à Ancan et les antennes émettrices situées en contre-haut au bord du lac d'Engolasters. La station ne diffuse donc que des disques car le personnel d'animation, c'est-à-dire les speakerines et les speakers, sont en cours d'embauche. Mais le 3 septembre 1939, 3 semaines après le lancement de Radio Andorre, un événement extérieur va stopper net sa diffusion. Cet événement n'est pas moins que la déclaration de guerre de l'Angleterre et de la France à l'Allemagne. Jacques Trémoulet, prudent, préfère ne pas commettre de gaffe vis-à-vis du gouvernement français,
qui vient d'imposer à toutes les radios du territoire de ne diffuser que les bulletins officiels du service d'information. Alors, comme Radio Andorre ne diffuse aucune information, elle préfère rester muette jusqu'à nouvel ordre. Et cet ordre de reprendre les émissions va finalement être pris suite à l'autorisation du directeur de la radiodiffusion française. Le 3 avril 1940, les émissions de Radio Andorre reprennent après 7 mois d'interruption. Jacques Trémoulet a délégué un des speakers de Radio Toulouse en Andorre pour présenter les émissions en français. Il s'appelle Edmond Abouli. Stanislas Puigros va demander à une des speakerines de Radio Badalona à Barcelone de présenter les émissions en espagnol. Mais au bout de quelques semaines, le 27 avril 1940, la speakerine espagnole va s'ennuyer en Andorre et surtout elle va vouloir rejoindre son fiancé à Barcelone pour se marier. Voilà, c'est une nouvelle speakerine donc qui va devenir la voix féminine de la station, Victoria Zorzano. On dit que cette jeune femme avait fui l'Espagne durant la guerre civile pour se réfugier en Andorre. Ouais, comme beaucoup d'autres Espagnols d'ailleurs. Sa voix va devenir mythique et marquer profondément tous les auditeurs européens qui vont l'appeler Mademoiselle Aki. Ce sera son surnom. En effet, à cette époque, il n'y avait pas encore de jingle sur les radios européennes et le programme était juste ponctué d'un coup de gong et de l'annonce en castillan « Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra ». Ça, c'était la speakerine espagnole et le speaker français annonçait la station en disant simplement « Ici Radio Andorre, émission de la Principauté d'Andorre ». Mais en juin 1940, les Allemands envahissent la France. Jacques Trémoulet va suspendre quelque temps la langue française afin de préserver la neutralité de l'Andorre et de sa station. Le 22 juin, la France signe l'armistice. Toutes les radios françaises doivent interrompre leurs émissions en attendant une nouvelle législation. Mais Radio Andorre n'est pas une radio française, mais andorrane. Elle poursuit donc ses émissions en espagnol. Seules les radios du sud de la France, non occupées, seront autorisées à reprendre leurs émissions. Radio Toulouse, l'autre station de Jacques Trémoulet, en fera partie. Mais désormais, leurs informations seront diffusées depuis Vichy, et elles devront aussi diffuser des émissions de propagande du régime de Pétain. Mais là aussi, Radio Andorre n'est pas concernée. La station reprendra ses annonces en français le 8 octobre 1940 et deviendra donc une radio bilingue. La grille des programmes est composée de courtes sessions musicales de 15 minutes, classées par genre. 15 minutes de valse musette, 15 minutes de musique classique, 15 minutes de jazz, 15 minutes de chansons françaises, et évidemment aussi 15 minutes de chansons espagnoles, etc., etc., etc. Chaque session est entrecoupée par le fameux gong et l'annonce publicitaire d'un sponsor. Voilà, tout est réglé comme du papier à musique et ne doit apporter que détente et plaisir. Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voiler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit chacun s'entraîne, on peut la nuit jouer de la sirène, nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukase nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à 4 cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 9, 10, 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde,
malgré l'obscurité profonde. Son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Bien que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les hermines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins froufroutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Ah, si vous pouviez voir la corbeille de jolies femmes que nous avons ce soir. Vous ne pensez pas que c'est encore une richesse naturelle du pays, ça? Paris sera toujours Paris. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus de prix. Paris sera toujours Paris. Paris sera toujours Paris de Maurice Chevalier, bien sûr. Cette chanson a été lancée en 1939 avant l'invasion allemande. Elle évoque les stigmates de la guerre qui n'ont pas démoralisé les Parisiens. Il est vrai que la capitale s'est rendue sans combat et a donc été épargnée par les destructions qu'ont subies d'autres villes. Et la vie va aussi rapidement reprendre à Paris, même sous la botte allemande. Les cinémas, les salles de spectacle, les cabarets vont progressivement rouvrir leurs portes. Quant aux nombreuses radios parisiennes d'avant-guerre, eh bien, il n'en reste plus aucune. Les radios privées n'ont pas été autorisées à reprendre leurs émissions. Et la radio d'État reprend le nom de Radio Paris, mais une Radio Paris totalement contrôlée par les nazis, où la propagande est sournoise, car elle se dissimule au milieu d'émissions de variété, animées par des chansonniers. À première vue, elle ressemble beaucoup aux radios privées d'avant-guerre, car elle offre beaucoup d'émissions de distraction. On y parle évidemment français, on y diffuse de la musique légère, de la chanson française, de la musique de danse, et même au compte-gouttes un peu de jazz. Il vaut mieux que cette musique, pour les jeunes, soit écoutée à Radio Paris, pour ne pas les tenter de se mettre à l'écoute de la BBC. Mais les grands standards de jazz sont chantés en français, car l'anglais n'est plus autorisé à l'antenne. Et cela frise d'ailleurs parfois un peu le ridicule. Ainsi, One O'Clock Jump de Count Basie devient Saut d'une heure. Oh Lady Be Good de Ella Fitzgerald devient Les Bigoudis. Bon. Et quand on écoute de plus près, on peut aussi s'apercevoir que certains artistes ont totalement disparu de l'antenne. Non seulement des émissions directes, mais aussi de la discothèque. Et ces artistes, ce sont les artistes juifs. Ils ne figurent plus dans la programmation. Un des orchestres les plus populaires de l'avant-guerre, le fameux orchestre de Ray Ventura, a totalement disparu des programmations de Radio Paris. Il faut dire que Ray Ventura est juif. Et il est désormais remplacé par l'orchestre de Raymond Legrand. La censure à Radio Paris est très pointilleuse. Mais la station doit rester populaire et séduire les auditeurs. Aussi, l'idée de diffuser des artistes allemands a été très vite abandonnée, car elle aurait provoqué un rejet de la majorité des auditeurs. Concernant les stations de la zone sud, qui ont été autorisées à reprendre leur programme, elles ont un peu plus de latitude dans le choix des artistes, mais elles sont également sous le joug de la censure. La nouvelle radio nationale de Vichy est austère et sans moyens. Presque personne ne l'écoute d'ailleurs. Seules les radios privées apportent un peu de distraction, mais les programmes sont entrecoupés d'émissions de propagande qui font fuir les auditeurs. Même la célèbre Radio Toulouse n'est pas épargnée et se voit contrainte de diffuser des émissions comme Radio Légion, animée depuis Vichy par la Légion française des combattants, qui deviendra la milice française. Cette émission éructe contre les juifs, les communistes, les francs-maçons, les gaullistes et tous les déviants de la société. Donc tout cela explique en partie l'énorme succès que va rencontrer Radio Andorre, non seulement auprès des auditeurs français, mais aussi de tous les auditeurs européens, quel que soit d'ailleurs leur pays d'origine, qu'ils soient du côté des Alliés ou du côté des forces de l'Axe. Nous allons étudier d'un peu plus près les programmes de Radio Andorre durant la guerre. Mais en attendant, voici un tube
qui sera diffusée par toutes les radios et surtout par Radio Andorre, car les paroles de cette chanson touchent profondément de nombreuses auditrices dont les maris sont partis à la guerre ou sont prisonniers. C'est « J'attendrai » de Rina Ketty. Cette chanson, comme celle de Léo Marjane en 1941, « Je suis seul ce soir », vont être parmi les plus écoutées en France durant l'occupation. De fermer ma fenêtre, le brouillard qui tombe est glacé. Jusque dans ma chambre il pénètre, notre chambre où meurt le passé. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour.
la cheminée, le vent pleure. Les roses s'effeuillent sans bruit. L'horloge en marquant les quarts d'heure d'un son grêle berce l'ennui. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour. Léo Marjane, Je suis seul ce soir. Et juste avant, c'était Rina Ketty avec J'attendrai. L'immense succès que Radio Andorre a connu durant la guerre lui a aussi valu beaucoup de jalousie et d'inimitié. Avant même son inauguration, la presse française de gauche, hostile aux radios privées, a tiré à boulet rouge contre le projet andorran. À cette époque, les journalistes n'hésitaient pas à être insultants et à manier les fausses informations. Aujourd'hui, on utilise l'expression fake news en bon français. Mais à l'époque, si le mot n'existait pas, la pratique était déjà répandue. Un des grands mensonges de l'avant-guerre consista à déclarer que le puissant émetteur de Radio Andorre avait été financé par l'Allemagne nazie. Évidemment, il n'en était rien. Jacques Trémoulet avait accumulé tant de capitaux avec son empire radiophonique qu'il n'avait pas besoin d'un financement extérieur pour s'acheter un émetteur. D'ailleurs, l'émetteur d'origine était bien français et de marque SFR. On peut toujours le voir à Caen, où il vient d'ailleurs d'être restauré. Mais durant la guerre, les mensonges et les allusions non vérifiées vont aussi se poursuivre. Cette fois, c'était la presse collaborationniste qui laissa entendre que Radio Andorre était financée par l'Internationale communiste. Mais que ce soit la presse française collaborationniste, la presse allemande, la presse espagnole ou suisse et même la presse américaine, tous s'accordaient à constater que la station ne diffusait que des disques, et des disques de détente annoncés par l'envoûtante voix de Victoria Sarzano. Et là-dessus, personne ne pouvait mentir, car les auditeurs pouvaient le constater tous les jours. Mais le pire, ce fut à la Libération. La presse gaulliste accusa Radio Andorre d'avoir été un poste de la collaboration. Certains journaux titrèrent même « Radio Andorre, poste nazi ». Or, s'il y a bien une radio qu'on ne pouvait pas soupçonner d'avoir eu un programme au service de la collaboration durant la guerre, c'était Radio Andorre. Les mensonges vont donc continuer, contredisant à 100% les autres mensonges de l'occupation. Cette fois, ils étaient entretenus par les partisans du monopole, qui décidèrent d'interdire toutes les radios privées du territoire français et de ne tolérer que les radios périphériques, à condition qu'elles soient totalement contrôlées par l'État français. C'était le cas des deux autres stations périphériques de l'époque, Radio Luxembourg, qui a repris ses émissions, et dont l'État français était majoritaire au capital, et de Radio Monte-Carlo, contrôlée par la Sophie-Rad, une société elle-même contrôlée à 100% par l'État français. Alors l'idée qu'une radio périphérique puisse continuer à être libre et indépendante, ça leur était insupportable. Mais on retrouva aussi parmi les farouches ennemis de Radio Andorre quelques-uns de ces anciens concurrents privés parisiens de l'avant-guerre, qui avaient été dépouillés de leurs biens par les nazis et qui gardaient un ressentiment, ma foi, compréhensible, vis-à-vis de cette radio qui avait pu continuer à émettre durant l'occupation de la France. Aujourd'hui encore, il arrive, notamment en Andorre, que des voix, voulant justifier l'interdiction de Radio Andorre en 1980 par les autorités andorranes, laissent planer le doute sur la neutralité de la station durant la guerre, mélangeant le cas personnel de Jacques Trémoulet, son propriétaire, et celui de la station et de ses programmes. Concernant Jacques Trémoulet, il fut effectivement accusé de collaboration en 1945,
mais totalement blanchi par les tribunaux en 1949. Alors qu'on aurait pu lui reprocher d'avoir poursuivi les émissions de Radio Toulouse avec la bénédiction de Vichy, on lui reprocha d'avoir poursuivi celles de Radio Andorre. Évidemment, Radio Andorre continuait à émettre à la Libération, alors que Radio Toulouse, comme toutes les radios privées françaises, n'avait plus le droit d'émettre suite à l'instauration du monopole d'État. C'est donc sur Radio Andorre que les attaques virulentes vont se poursuivre durant les années 50, 60, 70, jusqu'à son arrêt imposé en 1981. Vous trouverez d'ailleurs sur mon site akiradioandorra.com de nombreux documents et des coupures de presse sur ces événements. Afin de prendre en compte objectivement toutes les accusations sur les programmes de la station, j'ai voulu aussi aller plus loin. Malheureusement, il n'existe absolument aucun enregistrement des émissions de la station durant la guerre. Les premières archives sonores datent de la fin des années 50. Cela s'explique par le fait que le magnétophone venait juste d'être inventé, et son usage n'était pas encore répandu dans les stations de radio. Elles n'enregistraient pas leurs programmes, qui étaient diffusés exclusivement en direct. Les seuls enregistrements qui nous sont parvenus d'autres radios des années 30 ou 40 étaient des enregistrements sur disque. En effet, certaines grandes émissions de variété publique, sponsorisées de l'avant-guerre, étaient gravées sur disque, afin qu'elles puissent être rediffusées par les autres stations privées. Mais durant la guerre, la suppression de ces grandes émissions publiques multidiffusées n'était plus possible, donc il ne reste que très peu d'archives sonores. Même le fameux discours du 18 juin 1940 du général de Gaulle n'avait pas été enregistré. La version qu'on peut entendre aujourd'hui avait été réalisée après et enregistrée lors d'une reconstitution du discours faite par le général. Dans quelques instants, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à avoir une idée plus précise des programmes détaillés de Radio Andorre durant la guerre. Mais avant cela, vous allez entendre le disque le plus passé par Radio Andorre durant cette période, à tel point qu'il pouvait presque passer pour être l'indicatif de la station. Il s'agit d'un morceau de Dayas Bella, Plaisir des bois. Je vous expliquerai tout cela plus en détail après ce disque.
C'était champêtre, hein. Plaisir des bois, de Daios Bella. Alors je ne sais pas si cet air évoque quelque chose pour vous, mais je vais vous en dire un petit peu plus. L'orchestre de danse de Daios Bella sera probablement un des ensembles orchestraux parmi les plus joués sur les ondes de Radio Andorre durant la guerre. Alors non seulement la station passera quotidiennement ses grands succès, mais elle lui consacrera aussi des émissions entières. En effet, je vous avais expliqué tout à l'heure que la programmation de Radio Andorre, à cette époque, était constituée de sessions musicales d'un quart d'heure. Le quart d'heure de musique classique succède au quart d'heure de tango, suivi du quart d'heure de chant folklorique, etc. Et s'insèrent aussi dans cette programmation des quarts d'heure consacrés à un artiste. Ils seront peu nombreux à bénéficier de leur quart d'heure, mais Daios Bella en profitera au moins une fois par semaine, dès l'année 1940, et son titre phare, Plaisir des bois, sera tellement diffusé à Radio Andorre qu'il en constituera presque l'indicatif officiel. Ce qui est intéressant de connaître, c'est le parcours de ce violoniste et chef d'orchestre. Daios Bella, de son vrai nom Liu Goldsman, est né à Kiev en 1897, à l'époque où l'Ukraine faisait partie encore de l'Empire russe. Fils d'un père juif ukrainien et d'une mère hongroise, il apprit le violon dès l'âge de 6 ans et se produira très jeune dans les orchestres de Kiev. À partir de 1919, il s'installe à Berlin. Il va enregistrer ses premiers disques dans les années 20. Il fonde un orchestre de chambre, mais se spécialise aussi très vite dans la musique dite légère. La musique de danse, les tangos, les valses. Très vite, l'orchestre Daios Bella sera un des orchestres les plus célèbres d'Allemagne, programmé sur toutes les radios allemandes de l'époque, se produisant dans des films, accompagnant les plus grands chanteurs, remplissant les salles de concert, mais aussi les Tanzcafés. Il sera un des premiers à introduire le jazz en Allemagne et créera même d'autres formations en fonction des genres musicaux. C'est l'époque de la République de Weimar. L'Allemagne a du mal à se relever de sa défaite de 1918, mais l'invention récente de la radio permet à des artistes de connaître un succès fulgurant dans tout le pays et même au-delà des frontières. Daios Bella deviendra très vite très populaire dans de nombreux pays européens comme la Suède ou le Danemark. Mais ce succès va être interrompu net en 1933. Avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, le couperet s'abat très vite sur tous les artistes d'origine juive. Dès le mois de mars 1933, les SA interrompent un de ses concerts à l'Excelsior de Berlin, sous les insultes et les menaces. Ces disques sont interdits de diffusion sur les radios allemandes et il est obligé de fuir en Hollande, à Paris, puis à Londres, où il continue à se produire avec succès. Mais avec l'invasion progressive d'une partie de l'Europe par les nazis, il va décider de s'expatrier en Argentine. Et là, il va être immédiatement engagé par une station de radio de Buenos Aires pour diriger son orchestre et animer des émissions radio. Voilà, il ne reviendra en Europe que dans les années 70. Durant la guerre, donc, son public européen n'aura plus guère l'occasion de l'entendre. Les radios sous contrôle des nazis ne diffuseront plus aucun de ses disques. Il en sera de même en France, où Radio Paris ignorera totalement cet artiste, qui avait pourtant rempli quelques années auparavant des salles comme le célèbre cabaret russe de la capitale, le Monseigneur. Daios Bella disparaît donc des ondes européennes. Enfin presque, puisque Radio Andorre va le programmer durant toute la guerre et lui consacrer des émissions régulières, pour le plus grand plaisir de son public fidèle. Elle sera une des rares stations à ne pas se soucier de la réprobation des nazis et poussera même le culot à mentionner son nom dans les programmes radiophoniques qu'elle enverra à la presse. Avouez que c'est quand même un peu curieux pour une station qu'on accuse d'être au service des nazis. Bizarre. N'y a-t-il pas sur terre un cœur de cendrillon, une âme solitaire, cherchant un bon garçon? Devrais-je donc toujours rêver d'amour imaginaire? Ne pourrais-je trouver quelqu'un à qui rêver? N'y a-t-il pas une âme pour calmer mon souci? Un tendre cœur de femme qui m'aimerait aussi, à qui
sans façon, je pourrais déclarer ma flamme et faire entendre ma chanson. N'y a-t-il pas une arme pour calmer mon souci? Un tendre cœur de femme qui m'aimerait aussi, à qui, sans façon, je pourrais déclarer ma flamme et faire entendre ma chanson. Jean Sablon, Rêverie. Un magnifique artiste, pour une magnifique chanson. Et pourtant, il est peu connu. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de vous dire quelques mots sur Jean Sablon. Jean Sablon est un auteur-compositeur-interprète français. Il collabore à des opérettes à Paris dès la fin des années 20. Au début des années 30, il va sortir ses premiers disques et apparaître aussi dans quelques films. Le succès est immédiatement au rendez-vous. On va le retrouver sur les scènes des musicals parisiens aux côtés de Mistinguett. C'est lui qui va aussi découvrir Django Reinhardt, qu'on a eu l'occasion d'entendre tout à l'heure. Et il va même d'ailleurs lancer la carrière de Django. Puis il va très vite devenir une vedette de la radio française. On va lui confier l'animation de grandes émissions de variété comme Cadom Variété, diffusées sur les stations privées. Et il va les animer à l'américaine, recevant ses amis artistes sur la scène et improvisant des duos avec eux. Il recevra des artistes comme Maurice Chevalier, Damia, Fernandel, Mistinguett et bien d'autres. Il va se produire sur la scène des plus grands cabarets parisiens comme l'ABC et commencer aussi une carrière en Angleterre où il deviendra une des vedettes de la BBC. Sa musique est très moderne, vous avez pu le constater. Elle est très jazzy, très swing et donc très américaine. D'ailleurs, en 1937, il part pour les États-Unis et il fait un tel malheur que la grande radio, la NBC, va l'embaucher pour animer sa grande émission de variété qu'il présente en anglais. Il va devenir ainsi une grande vedette aux USA et un des rares chanteurs français, peut-être avec Maurice Chevalier, à embrasser une carrière internationale. On va le voir aussi à l'affiche de comédies musicales. Et après les États-Unis, il va aussi se produire au Canada et surtout à Montréal. Mais il n'oublie jamais la France, où il fait des apparitions dans le cabaret de son ami Jean Cocteau, le bœuf sur le toit à Paris, mais aussi devant le micro des grandes radios d'avant-guerre qui se l'arrachent. En 1940, avec le début de l'invasion allemande en France, l'Europe va devenir un champ de ruines. Les nouvelles idéologies ne laissent plus la place à la culture et à la musique anglo-saxonne. Et les gens raffinés et élégants, comme Jean Sablon, n'ont plus leur place dans ce capharnaüm d'agressivité, de discrimination et de vulgarité. Jean Sablon va décider de s'expatrier au Brésil. Et il va conquérir en quelques années toute l'Amérique du Sud. Si les scènes françaises n'auront plus le privilège de l'accueillir durant l'occupation, Radio Andorre ne cessera jamais de diffuser tous ses plus grands succès. En 1945, après la libération de Paris par les Américains, il revient sur la scène de l'ABC à Paris et relance sa carrière en Europe. Partout où il existe une démocratie sur la planète, il va se produire, y compris en Asie, du Japon en passant par Hong Kong. Jean Sablon sera un des artistes fétiches de Radio Andorre, du début jusqu'à la fin de la station. Il sera d'ailleurs présent à son micro pour fêter les 40 ans de la station en 1979. Vous pouvez d'ailleurs entendre cet extrait sonore sur mon site akiradioandorra.com. Il va y évoquer ses souvenirs de 1939 et des années qui suivirent, et notamment sa chanson « Je tire ma révérence ». Cette chanson qui traduit bien son état d'esprit lorsqu'il quitta l'Europe
pour fuir le nazisme. D'ailleurs, comme vous avez été très sage et que vous êtes toujours à l'écoute de cette émission consacrée à l'histoire de Radio Andorre durant la guerre, eh bien je vous fais le cadeau de cette très belle chanson. Je tire ma révérence et m'en vais au hasard par les routes de France et de Navarre. Mais dites-lui quand même simplement que je l'aime. Dites-lui, voulez-vous, bonjour pour moi, et voilà tout. J'avais sa préférence, j'étais son seul bonheur. Hélas, les apparences et le sort sans trompeur. Un autre a pris ma place, tout passe, tout casse, tout lasse. Des grands mots, pourquoi? Non, dites-lui bonjour pour moi. Elle croit que j'ai beaucoup de chagrin. Aujourd'hui non, mais peut-être demain. Je n'ai plus d'espérance, je remporte mon cœur par les routes de France ou bien d'ailleurs. Mais dites-lui quand même simplement que je l'aime. Dites-lui, voulez-vous, bonjour pour moi, et voilà tout. Mais dites-lui quand même simplement que je l'aime. Dites-lui, voulez-vous, bonjour pour moi, et voilà tout. J'espère que vous avez aimé. Tout est dit, finalement, dans cette chanson. Elle pourrait s'adresser à un amour perdu, mais en fait, elle s'adresse surtout à la France. D'ailleurs, pour refermer cette parenthèse sur Jean Sablon, je vous invite à découvrir un magnifique livre sur l'histoire de ce chanteur. Il s'appelle tout simplement Jean Sablon. Il a été écrit par deux amis très proches de l'artiste, Philippe Jadin et Charles Langendries, en 2014, aux éditions Courcuf-Gradenigo. Voilà. Ce livre magnifiquement illustré de documents très rares m'a servi pour préparer cette émission. D'ailleurs, ça me fait penser que tout à l'heure, je vous avais promis de vous parler de mes sources qui ont alimenté cette émission. Pour l'histoire générale de l'association, vous trouverez la totalité de mes sources sur mon site acquis-radio-andorra.com, mais plus spécifiquement pour la partie programme de l'association durant la guerre, voilà comment j'ai procédé. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'existe malheureusement aucune archive sonore sur Radio Andorre durant la guerre. Les archives de la Principauté d'Andorre ont récupéré il y a quelques années maintenant, après plus d'une trentaine d'années d'oubli dans le bâtiment émetteur d'Ancan, la remarquable discothèque de la station. Alors, cette discothèque regroupe environ 15 000 disques de maisons de disques françaises de toutes les époques, depuis le début du disque jusqu'aux années 80. Mais il y a aussi 4000 disques espagnols, et des disques en fait de tous les pays du monde, notamment des États-Unis, Argentine, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, Belgique, Italie, Pologne. Enfin, tous les genres musicaux sont représentés, mais en grande majorité, il s'agit de disques de variété française et espagnole. De la musette, qui était le genre musical préféré d'ailleurs par le patron de la station, Jacques Trémoulet, de la musique de danse, des valses et tangos, de l'accordéon, c'était à la mode à l'époque,
de la musique folklorique, du bel canto évidemment, de l'opérette et de la zarzuela parce que on était quand même proche de l'Espagne. Le jazz évidemment a été également très représenté dans cette discothèque et dans une moindre mesure la musique classique. Tous les artistes que je vous présente donc dans cette émission y ont évidemment une place de choix. Mais cette somptueuse discothèque ne nous dit pas quels ont été les disques les plus passés et à quelle époque. Les maisons de disques envoyaient à la station toutes leurs nouveautés, qui alimentaient donc la discothèque, mais le choix de les passer ou non revenait au programmateur de la station. D'ailleurs, Radio Andorre n'avait pas, à proprement parler, de programmateur attitré. Chaque speaker ou animateur construisait lui-même la playlist de son émission. Mais certains disques étaient néanmoins formellement interdits de passage en raison de leur caractère immoral, qui aurait pu heurter la sensibilité d'un pays très catholique, co-dirigé par un évêque, je vous le rappelle. D'autres qui auraient pu générer un incident diplomatique avec la France ou l'Espagne étaient aussi mis de côté. On a eu quelques témoignages d'ailleurs de ce point de vue-là. Mais jusqu'où pouvait aller cette autocensure ? Qu'est-ce qui était véritablement passé ou pas passé ? Cette discothèque ne peut pas répondre à la question, à part parfois quelques annotations sur la pochette d'un disque. Alors vous pouvez consulter, comme je l'ai fait, tout le répertoire de la discothèque de Radio Andorre. Il est en ligne sur le site des archives de la Principauté, Archives nationales d'Andorra. Mais comment savoir ce qui était passé précisément à l'antenne de Radio Andorre entre 1940 et 1945 ? Alors, j'ai commencé par consulter mes propres archives d'hebdomadaires de radio des années 40. En France, il n'y en avait que deux. Les Ondes, qui étaient éditées par les Allemands de Radio Paris, et Radio Nationale, qui était éditée par la radiodiffusion nationale de Vichy, mais l'édition se faisait à Marseille en fait. Sur les Ondes, on ne trouve aucun programme de Radio Andorre, ce qui peut peut-être déjà donner une petite indication des rapports de Radio Andorre avec le pouvoir nazi en France. Enfin, aucune allusion à Radio Andorre ne sera faite sur cette hebdomadaire qui était contrôlée par les nazis durant toute la période de l'occupation. Concernant l'hebdo de la collaboration, c'est-à-dire Radio Nationale de Vichy, on trouve des programmes assez succincts de 1940 à 1942, mais plus au-delà. Ces programmes ne donnent que très peu d'informations sur les artistes, mais juste le titre de la session de un quart d'heure, du genre à 19h45, danse, 20h, fantaisie d'opérette, 20h15, le quart d'heure de l'auditeur, 20h30, quelques musiques de variété. Ce programme nous confirme donc bien que chaque jour, la station diffuse des sessions d'un quart d'heure, et des sessions musicales exclusivement, et aucune émission parlée et aucune information. Alors, pour aller plus loin, j'ai consulté les archives de presse de la Suisse et de l'Espagne. Et là, j'ai enfin trouvé des informations bien plus précises dans les hebdomadaires de ces pays, dont le nom de chaque disque et de chaque artiste diffusé. Une vraie mine d'or pour reconstituer le programme de la station minute par minute. Il existe aussi une thèse qui donne beaucoup de détails sur les programmes de la radio à cette époque. Cette thèse est signée Eugenio Guerral Quintana, s'appelle Radiodiffusion en Andorra, et ça a été édité en 1988 par l'Université de Barcelone. Donc on y trouve beaucoup d'informations sur cette période d'ailleurs à Radio Andorre, une thèse très intéressante mais très difficile à se procurer. Moi je l'avais déjà dans mes archives depuis de nombreuses années. Alors en recoupant et en vérifiant toutes les informations, je suis arrivé à reconstituer pour vous les programmes de la station, semaine par semaine, et je les ai comparés aux programmes de la station avant la signature de l'armistice de 1940, pour voir s'il y avait des modifications sensibles, et puis aussi au programme de l'après-libération, mais également au programme des autres stations de radio françaises de l'époque. Comme ça, j'ai pu déduire que certains artistes n'ont été passés que par Radio Andorre à cette époque, et nulle part ailleurs sur les radios françaises. Et à quel moment ces artistes ont été diffusés, et dans quel contexte. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que l'émission que vous écoutez en ce moment est basée sur ce travail de fourmi que j'ai effectué depuis quelques années. L'histoire racontée de Radio Andorre par Jean-Marc Prince. Voilà, cela fait tout juste 1 heure que vous êtes à l'écoute de cette émission spéciale consacrée à l'histoire de Radio Andorre durant la période de 1939 à 1944.
J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. D'ailleurs, vous pouvez me laisser vos commentaires, voire vos likes sur la page Facebook de mon site akiradioandorra.com ou sur la page Mixcloud qui héberge ce podcast. D'ailleurs, je ne prends pas beaucoup de risques en vous proposant cela, car je sais que ceux qui n'ont pas apprécié cette émission l'ont déjà quitté depuis un bon moment. Nous allons donc entamer une deuxième heure sur les programmes de Radio Andorre durant l'occupation de la France. Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante 2 copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo barco que lo trajo a mí, pero entre mis labios se dejó olvidado un beso de amante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él, y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda buscándolo fiel, y voy sangrando lentamente de mostrador en mostrador ante una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor. Escúchame, marinero, y dime qué sabes de él. Era gallardo y altanero, y era más rubio que la miel. Mira su nombre de extranjero, escrito aquí sobre mi piel. Si te lo encuentras, marinero, dile que yo muero por él. Conchita Piquer, tatouage en 1941. N'oublions pas que si Radio Andorre appartenait à un Français, elle était néanmoins située dans un pays où les cultures françaises et espagnoles s'entrechoquaient. À cette époque, le sentiment national andorran était encore peu développé et la principauté était totalement dépendante de ses 2 coprinces, l'un français et l'autre espagnol. Les 2 langues officielles étaient le français et le castillan, même si la langue maternelle parlée à la maison était le catalan. Les monnaies officielles étaient la pesetas et le franc. Les services postaux étaient à la fois les correos espagnols et les PTT français. De même pour la police, il y avait un peloton de gendarmerie français et des gardes civils espagnols. Mais il y avait peut-être néanmoins un avantage à la France pour les infrastructures, puisque c'est elle qui avait financé la centrale électrique du pays, la FASA. C'est elle aussi qui dirigeait donc et finançait sa radio. Et pour obtenir d'ailleurs la concession de la part du Conseil général andorran, Jacques Trémoulet s'était engagé à installer le téléphone dans une principauté où ce mode de communication n'existait pas encore à la fin des années 30. Ce fut donc le cas avec une ligne qui traversait le pays du Pas de la Case à la frontière espagnole, en passant évidemment par la capitale Andorre-la-Vieille. Et il y avait une seconde ligne qui fut construite entre Andorre-la-Vieille et Ordino. Voilà.
Les employés du téléphone andorran étaient donc, à ses débuts, recrutés et payés par Jacques Trémoulet. Mais revenons, si vous le voulez bien, à cette chanteuse espagnole qu'on vient d'écouter, Conchita Piquer. Elle fut une des vedettes de Radio Andorre, mais bénéficiait déjà d'une immense popularité en Espagne. Ses disques étaient vendus dans toute l'Espagne. Elle était considérée comme la reine de la copla, cette musique populaire espagnole issue des quartiers pauvres. Le franquisme, contrairement au nazisme, n'avait pas une politique culturelle spécifique a priori. La langue espagnole était chantée dans une grande partie du monde grâce aux pays d'Amérique latine. Il n'y eut pas vraiment de censure franquiste sur la chanson espagnole, à part évidemment sur les textes, et notamment ceux qui auraient pu être délibérément contre le régime. Les autres langues aussi, comme les autres langues que le castillan d'ailleurs, comme le catalan ou le basque, étaient aussi mises à l'index dans la chanson, et sur les radios espagnoles. La religion catholique étant un des piliers du régime, l'interdiction de chansons trop frivoles ou contraires à la morale était assez fréquente également. Alors, pas d'adultère, pas de relations hors mariage ou d'allusion à la prostitution, par exemple, dans les paroles des chansons. Mais pour autant, cette chanson de Conchita Piquer, Tatuaje, parle d'une prostituée qui tombe amoureuse d'un marin de passage. En fait, il était impensable de censurer Conchita Piquer, tant sa popularité auprès du peuple était immense. Donc on lui pardonnait quelques petits accros à la moralité, et puis après tout, c'était chanté avec tant de sincérité, de sensualité et de poésie qu'on faisait semblant de ne pas comprendre. Alors si Conchita Piquer était souvent diffusée sur Radio Andorre, d'autres chanteuses espagnoles avaient les faveurs de la station. Juanita Reina, Estrellita Castro était non seulement chanteuse, mais aussi actrice. On pouvait aussi entendre fréquemment Imperio Argentina, une actrice et chanteuse d'origine argentine qui fut naturalisée espagnole. Mais ce qu'on ne précisait pas, c'est que cette chanteuse était aussi une amie intime de Marlène Dietrich, cette actrice et chanteuse allemande qui avait fui le nazisme dès son avènement pour faire une carrière aux États-Unis. Pourtant, Imperio Argentina ne cachait pas ses sympathies pour le franquisme et même pour le nazisme, puisqu'elle répondit à l'invitation de Goebbels pour faire une tournée en Allemagne, et elle s'y installa d'ailleurs quelque temps. Elle va même être présentée à Hitler. Donc, finalement, à Radio Andorre, on ménageait la chèvre et le chou. Si quelques artistes interdits en Allemagne ou en France passaient régulièrement à l'antenne, on pouvait aussi y entendre des artistes favorables à l'Allemagne, les uns pouvant justifier la présence des autres. Une forme de neutralité finalement de la station, qui revendiquait n'être dans aucun camp, mais qui finalement était peut-être un peu dans tous les camps, sans exclusive. C'est ce qu'on appellera plus tard la politique du en même temps. Voici maintenant une autre vedette de Radio Andorre, Raquel Meyer. On en parle juste après. En Madrid aparece la violetera que pregonando parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Llévelo usted, señorito, cómpreme usted ese ramito para lucirlo en el ojal.
lo que se dice un tipo de madrileña, neta y casita, que si entorna los ojos te cauterita, te cauterita. Llévelo usted, señorita, que no vale más que un real. Llévelo usted, señorito, cómpreme usted ese ramito, pa' lucirlo en el ojal. C'était donc Raquel Meyer dans un de ses grands succès d'avant-guerre, La Violettera. Alors Raquel Meyer était véritablement le profil type des artistes de Radio Andorre. En effet, d'abord c'était une belle femme, et Jacques Trémoulet avait la réputation d'apprécier les jolies femmes. Ensuite, elle fut à la fois populaire en France et en Espagne, ce qui convenait bien à une radio qui avait les deux cultures. Et Raquel Meyer, bien que chanteuse espagnole, connut un grand succès en France, car dans les années 30, elle se produisit dans les plus grands music-halls parisiens comme l'Olympia, le Bataclan, le Palace, l'Européen, Bobino ou l'ABC. Elle va participer à de nombreuses revues parisiennes, dont Paris-Madrid, ce qui consacre l'amour des Français pour les airs espagnols dans les années 30 et 40. Malheureusement, elle terminera sa vie dans l'anonymat à Barcelone et mourut en 62, en étant oubliée de tous. Nous allons maintenant passer à un tout autre artiste. Il s'agit de Marek Weber. Marek Weber, violoniste, va monter son orchestre à Berlin dans les années 20. À cette époque, les grands hôtels de la capitale allemande, enfin les grands hôtels de luxe surtout, possédaient chacun leur orchestre, et le plus célèbre hôtel de la ville, l'hôtel Adlon, avait un orchestre tout aussi célèbre, et cet orchestre c'était celui de Marek Weber. L'hôtel Adlon, d'ailleurs, pour la petite histoire, existe toujours aujourd'hui. Si vous vous rendez un jour à Berlin, il est sur Unter den Linden, juste en face de l'ambassade de France et à côté de la porte de Brandenbourg. Donc, Marek Weber faisait danser toute la bourgeoisie berlinoise sur les célèbres valses de Vienne, mais aussi des danses plus exotiques issues des tangos argentins, de la musique espagnole ou même hawaïenne. On se battait pour assister à un bal animé par Marek Weber, qui était aussi une vedette de la radio allemande. Sa renommée va très largement dépasser Berlin et l'Allemagne, puisqu'il va vendre plus de 9 millions de disques à travers l'Europe. D'ailleurs, autre petite histoire, je m'en suis même procuré un la semaine dernière dans un vide-grenier près de chez moi. C'est pour dire que Marek Weber, on continue encore à trouver ses disques. Voilà. Mais en 1933, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, tout va basculer pour cet artiste. Désormais, tous les artistes doivent être inscrits à la Reichsmusikkammer pour pouvoir produire des disques, passer à la radio ou même se produire en public. Or, n'entre pas qui veut à la Reichsmusikkammer, la sélection est sévère, mais ne se base pas seulement sur des critères artistiques. La musique de Marek Weber est classée dans la catégorie des musiques dégénérées. En fait, le problème n'est pas la musique, mais le fait que Marek Weber est juif. Donc toutes les portes vont se fermer autour de lui et sa vie va être menacée. Il va fuir l'Allemagne pour les États-Unis et être embauché d'ailleurs par la NBC, la grande radio américaine, pour y animer les grandes émissions de variété de la station. Donc en 1940, ces disques sont interdits de passage dans tous les pays contrôlés par les nazis, dont la France, où plus personne ne peut l'entendre à la radio. Mais dès 1940, Radio Andorre va non seulement passer ses disques, mais aussi lui consacrer des sessions de 15 minutes régulières. Il fera partie donc des quelques artistes privilégiés de la station qui bénéficieront d'émissions dédiées. Radio Andorre va passer ses célèbres valses de Vienne, mais aussi ses tangos argentins ou sa musique espagnole. Après tout, la musique est sans frontières. Et puis, c'est toujours un artiste allemand.
même s'il est, en 1940, une vedette de la radio américaine.
Hop là, olé Marek Weber dans la marche de Pérouse, puis dans Spanish Gypsy Dance. Ah, pour un amateur de musique électronique comme moi, mais j'avoue que mes jambes ont quand même battu le rythme et que j'ai presque eu envie de danser. En tout cas, c'est une musique joyeuse qui donne la pêche. Et en cette période difficile de la guerre, les auditeurs, quelle que soit leur origine et leur opinion, en avaient certainement beaucoup besoin. Après Marek Weber, et tout à l'heure Dajos Bella, on va clore notre parenthèse des artistes allemands sur Radio Andorre avec un autre chef d'orchestre, allemand lui aussi, c'est Paul Gottwin. Comme les deux précédents, Paul Gottwin était juif lui aussi, et il va connaître le même sort que ses deux collègues, c'est-à-dire qu'il va être obligé de fuir l'Allemagne en 1933 pour ne pas être déporté. Paul Gottwin va lui se réfugier en Hollande, et à condition d'arrêter sa vie d'artiste et de rester bien discret et caché, il va passer toute l'occupation en Hollande. À la libération du pays, il remontera un petit trio de violons classiques jusque dans les années 70 et terminera sa vie en Hollande en 1982. Mais entre 1923 et 1933, Paul Gottwin, c'était 9 millions de disques vendus à travers l'Europe entière. Et il était spécialisé dans les musiques de danse, les valses, foxtrot, tango, polka. Il avait monté plusieurs formations orchestrales en fonction du style de musique. Ainsi, il y avait le Tanzorchester Gottwin, le Paul Gottwin's Jazz Symphoniker, le Paul Gottwin Ensemble et d'autres, car il aimait aussi la musique de variété, mais aussi le jazz ou la musique classique. Bref, c'était un artiste complet qui a accompagné tous les grands chanteurs de l'époque jusqu'à cette funeste année de 1933, où il a totalement disparu de la scène et des ondes, et où la vente de ses disques a été interdite dans une bonne partie de l'Europe. Mais pas dans ce petit pays caché au milieu des Pyrénées qui s'appelait l'Andorre. Car non seulement Radio Andorre passait ses disques tous les jours, mais comme Marek Weber, elle lui consacrait durant la guerre des sessions entières de 15 minutes. Donc si je résume, Radio Andorre durant la guerre ne passait que de la musique. Bon, on aurait pu lui reprocher cependant de passer beaucoup d'artistes allemands. C'est vrai. Mais en grattant un peu, on s'aperçoit que ces artistes allemands avaient tous dû fuir leur pays et le nazisme. Alors Radio Andorre, poste de résistants ? Je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là. La liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne. C'est-à-dire que la direction de Radio Andorre a dû expérimenter prudemment, pas par pas, jour après jour, jusqu'où elle pouvait aller sans jamais franchir la ligne rouge. D'ailleurs, ce principe a été aussi probablement celui de la principauté d'Andorre, qui a pu préserver sa neutralité, mais en donnant des gages aux Allemands pour qu'ils ne franchissent pas la frontière, mais sans perdre leur âme. Cet exercice difficile sur la corde raide a été habilement joué par les pays neutres, comme l'Andorre, mais aussi, souvenez-vous-en, comme la Suisse. Alors évidemment, lorsque le conflit est terminé, on fait l'inventaire et on s'aperçoit qu'il y avait des zones grises. D'ailleurs, si cette période en Andorre vous intéresse, je vous invite à découvrir un livre écrit en 2010 par Claude Benet. Il s'intitule « Passeurs, fugitifs et espions. L'Andorre dans la Deuxième Guerre mondiale ». Édition Pas de l'Oiseau. Vous en apprendrez plus sur la façon dont l'Andorre a su jongler avec les Allemands, tout en étant une terre de liberté, enfin plutôt de passage vers la liberté, pour tous les fugitifs qui fuyaient le nazisme ou la France de Vichy, qui fuyaient le travail obligatoire en Allemagne, ou les persécutions tout simplement. Et pour que ce rôle puisse se poursuivre sans être inquiété par les Allemands, il fallait par ailleurs leur donner quelques gages en retour. Encore une fois, la liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne. Je crois que c'est une citation de François Cavana
qui résume bien les limites de la volonté humaine lorsqu'on est face à un pouvoir qui peut décider de votre mort du jour au lendemain. Jacques Trémoulet a expérimenté cette liberté avec Radio Andorre, mais il l'a aussi expérimenté avec Radio Toulouse, son seconde grosse radio, et avec des résultats très différents. Si en Andorre il a pu, au prix de quelques autocensures, conserver une grande liberté, à Radio Toulouse il n'en a pas été ainsi. À Toulouse, il a dû accepter la diffusion du journal d'information collaborationniste de Vichy. Il a dû aussi céder du temps d'antenne pour des émissions de propagande. Et même s'il s'est toujours refusé à les réaliser lui-même, il a néanmoins dû accepter que sa radio soit le vecteur des idées pétainistes. De même, concernant les choix musicaux, j'ai pu observer que beaucoup d'artistes qui passaient sur Radio Andorre ne passaient pas sur Radio Toulouse. Idem pour le jazz. Radio Andorre était ouverte à la musique de jazz dans toute sa diversité, alors que Radio Toulouse limitait les émissions de jazz, privilégiait aussi plutôt le jazz francisé. L'exemple de l'orchestre de Ray Ventura, dont nous avons déjà parlé, et qui avait disparu de toutes les radios françaises, y compris de Radio Toulouse. Cet exemple est significatif de cette différence de degré de liberté, puisque Radio Andorre continuait à programmer ses disques, sans risque. Le risque, c'était peut-être d'avoir une petite réprimande des Allemands, mais ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Nous avons plutôt tendance à prendre la vie tristement, et dans bien des circonstances, on s'affole inutilement. Quelle que soit notre malchance, dites-vous que ce n'est rien, tout ça n'a pas d'importance, car si l'on réfléchit bien, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, ça vaut mieux que d'avaler de la mortora, ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline, ça vaut mieux que faire le zouave au fond de l'Alma. L'autre soir au concert Colonne, éclata un grand scandale. Il y avait un trombone qui ne semblait pas normal. Le chef d'une voix rageuse lui dit: nous jouons à nos airs, et vous jouez sans brémeuse. L'autre répond: qu'est-ce que ça peut faire? Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, ça vaut mieux que d'avaler de la mortora, ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline, ça vaut mieux que faire le zouave au fond de l'Alma. Comme on parlait de supplice dans un salon très coté, quelqu'un dit: aux îles Maurice, j'ai vu des gens empalés. Chacun dit: c'est sanguinaire, mais un jeune me ravit, s'écria: oh brute ma chère, si vous voulez mon avis, eh bien, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, ça vaut mieux que d'avaler de la mortora, ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline, ça vaut mieux que faire le zouave au fond de l'Alma. On a la triste habitude de couper la queue des chiens. Des gens pleins de sollicitude trouvent que ça ne fait pas bien. Cette petite queue qu'on mutile, dit quelqu'un, c'est pas joli, mais d'une façon subtile, Blue Mental dit à Lévi: eh bien mon cher, moi je trouve que ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, ça vaut mieux que d'avaler de la mortora, ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline, ça vaut mieux que de faire le zouave au fond de l'Alma. Je ne connais pas l'orthographe, je suis pas la seule à Paris, et souvent je commets des gaffes, ça déplaît à mon mari. L'autre jour il me dit caresse, ça s'écrit avec un C. Je lui répondis tout d'une pièce, avec un Q c'est plus gai. Et ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, ça vaut mieux que d'avaler de la mortora, ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline, ça vaut mieux que de faire le zouave au fond de l'Alma.
C'était Drei Groschen Oper Kanonensong avec l'orchestre de Paul Godwin dont nous avons parlé tout à l'heure. Et juste avant, vous avez pu entendre Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Cet air fut un des grands succès de l'orchestre de Ray Ventura, mais ici il s'agissait de la version chantée par Lynn Clevers. Alors Lynn Clevers était une chanteuse et actrice d'ailleurs française de l'avant-guerre. Durant l'occupation, elle fut contrainte au silence, mais fit sa réapparition à la Libération en 1944. En fait, sa carrière s'arrêtera quand même en 1945. Il n'y avait rien de bien subversif dans tous ces airs chantés des années 40. C'était tout simplement gai et entraînant, et c'est d'ailleurs ce que réclamaient les auditeurs en cette période troublée et difficile. D'ailleurs, un peu plus tard, Radio Andorre prit comme slogan « Le poste de la joie ». Je trouve que ça allait bien avec ce qu'on vient d'entendre. Je voudrais maintenant vous dégager un peu des programmes pour tenter de comprendre quels étaient les états d'esprit, voire les idées politiques ou attirances idéologiques des dirigeants de Radio Andorre à cette époque. Vous vous souvenez que Jacques Trémoulet avait construit son empire radiophonique avec un associé du nom de Léon Kierzkowski. Puis il avait signé un contrat avec le détenteur officiel de la concession radio de la Principauté, l'Andorran Stanislas Puigros. Alors concernant Léon Kierzkowski, comme son nom l'indique, il était probablement d'origine polonaise. Entre les deux guerres, beaucoup de juifs polonais se sont réfugiés en Europe occidentale pour fuir la répression qui sévissait contre eux dans les pays de l'Est. Donc tout Polonais immigré en France était suspecté d'être juif par défaut. C'était probablement d'ailleurs le cas de Léon Kierzkowski, bien qu'il ne reconnût jamais. Mais par prudence, il dut se retirer des affaires et se cacher au Pays Basque. Il n'apparut plus dans l'organigramme du groupe Trémoulet, mais il garda toujours une relation amicale et assidue avec Jacques Trémoulet, dont il resta un des conseillers de l'ombre. En tout cas, on ne peut pas lui reprocher d'avoir été pro-nazi, ni même pro-vichiste. Quant à Jacques Trémoulet lui-même, il semblerait qu'il n'ait jamais été affilié à aucun parti politique, prudence que tout bon commerçant se doit de respecter. Mais on lui prête de fortes amitiés avec le monde radical socialiste du Sud-Ouest, mais aussi une certaine aversion contre les communistes. C'est un peu grâce aux frères Sarraut, les patrons de la Dépêche du Midi, qu'il a pu développer Radio Toulouse. Albert Sarraut fut député radical socialiste dans les années 30. Il fut un violent opposant à la non-réaction des Français et des Anglais en 1936, lorsque les Allemands récupérèrent la Rhénanie. Il aurait souhaité à cette époque qu'on réponde par la force à cette invasion d'Hitler. De 1944 à 1945, il sera déporté dans un camp de concentration en Allemagne. Quant à son frère Maurice Sarraut, le patron de la Dépêche, il était encore plus proche de Trémoulet et une forte amitié indéflectible liait les deux hommes. Maurice Sarraut sera lui assassiné par la milice en 1943. Ces événements n'ont pas pu ne pas laisser de traces dans la conscience de Trémoulet. Mais le patron de Radio Andorre aura aussi une amitié avec Pierre Laval, l'homme de la collaboration à Vichy. Cette amitié remontait au début des années 30, lorsque Pierre Laval était patron de la radio privée Radio Lyon. Homme de gauche, passé au centre droit, Pierre Laval avait partagé avec Trémoulet les combats pour l'existence des radios privées en France. Ils étaient liés par des liens d'affaires, car les deux radios de Toulouse et de Lyon ont toujours été très proches. Lorsque Laval s'est peu à peu radicalisé à droite et finit par devenir le numéro 2 du régime de Vichy, Trémoulet lui conserva néanmoins son amitié.
ce qui lui permit aussi de préserver l'existence des radios privées dans la zone sud, après l'armistice, et donc des radios de Toulouse, Agen, Montpellier. Même à la Libération et lors de l'emprisonnement de Laval, Trémoulet continua à lui manifester publiquement son amitié. Cet homme était probablement opportuniste, et n'avait qu'un combat, la sauvegarde de ses intérêts personnels, sans état d'âme. Mais il y était très fidèle en amitié et loyal. Il devra traverser un procès pour collaboration après la guerre, qui se terminera par un acquittement. L'analyse de ce procès nous en apprendra beaucoup plus sur la personnalité ambiguë de Jacques Trémoulet. Mais ce sera peut-être l'objet d'une autre émission. Quant à Stanislas Puigros, ses affaires en Espagne n'auraient pas pu prospérer après 1939 sans qu'il soit un soutien du régime de Franco. C'est un fait. Une enquête de Claude Bénet, dans son livre sur l'Andorre durant la Seconde Guerre mondiale, laisse entendre qu'il avait été en Andorre très proche du pouvoir allemand et soupçonné d'avoir pu être un agent de la Gestapo. Mais cela n'aura jamais pu être prouvé. De toute façon, s'il était rémunéré par Radio Andorre en échange de l'apport de sa concession, il n'aura aucun pouvoir à la station sur le contenu des programmes, malgré ses nombreuses tentatives pour y parvenir. Ses relations avec Trémoulet resteront toujours tourmentées, et finiront d'ailleurs dans les années 50 par être très conflictuelles, et elles vont se rompre brutalement. Alors il reste un homme dont on n'a pas encore parlé, c'est Étienne Lafont. Étienne Lafont était le neveu du sénateur radical-socialiste Paul Lafont. Et Paul Lafont avait soutenu la création de Radio Andorre, et il était un proche aussi de Jacques Trémoulet. Donc par amitié et reconnaissance à Paul Lafont, Jacques Trémoulet a donc demandé à son neveu de le représenter à Radio Andorre en devenant secrétaire des émissions au lancement de la station. En fait, Étienne Lafont était les yeux et les oreilles de Jacques Trémoulet en Andorre. Il était surtout chargé de contrôler les agissements de Stanislas Puigros. Et lorsque ce dernier voulut prendre une part trop active dans la direction de la radio et de ses employés, début 1941, Jacques Trémoulet décida que Étienne Lafont serait désormais le directeur de Radio Andorre et le seul maître à bord. On sait peu de choses sur Étienne Lafont, car c'était un jeune homme très discret. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il était un homme de confiance de Jacques Trémoulet, et qu'il n'y avait pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre les points de vue des deux hommes. On sait aussi qu'Étienne Lafont n'a pas compté ses efforts pour lutter contre les tentatives de récupération de la radio par les nazis. Et il y parvient, car même leur tentative d'acheter des espaces publicitaires pour y déverser leur propagande a été déjouée. Pour la petite histoire, son oncle et ami de Trémoulet, le sénateur Paul Lafont, entrera dans la résistance et sera lui aussi assassiné par les miliciens fascistes du PPF le 13 juillet 1944. Bien d'autres éléments vont pouvoir étayer les relations qu'aurait pu avoir Radio Andorre avec les Allemands, ce qui en soi n'était pas normal quand on était dans un pays neutre, mais cette émission ne suffira pas à rentrer dans les détails. Vous en trouverez donc davantage sur mon site akiradioandorra.com. Occhio fra poco
Quella Pira, par le grand chanteur d'opéra catalan Hipólito Lázaro, bien connu des auditeurs de Radio Andorre dans les années 40. Alors je voudrais encore aborder un sujet important sur le rôle qu'aurait pu jouer Radio Andorre durant la guerre. En effet, parmi les différentes sessions musicales qui existaient dans la grille, il existait une session appelée le quart d'heure de l'auditeur. Cette émission consistait à passer les disques demandés par les auditeurs. Il suffisait d'envoyer une carte postale avec sa demande de disque, tout simplement. Mais si on n'était pas dans les messages personnels diffusés par la BBC et qui s'adressaient de manière cryptée à la résistance, du moment où il y avait une interactivité entre les auditeurs et la station, il y avait donc un danger que certains messages puissent passer. D'ailleurs, durant la guerre, les deux parties en présence, les Alliés et les nazis, soupçonnèrent Radio Andorre de faire passer ainsi des messages pour les bateaux au large dans la Méditerranée, à un camp ou à un autre. Mais rien ne fut véritablement étayé. En revanche, ce qui sera prouvé par des témoignages après la guerre, c'est que cette émission permit à des réfugiés qui fuyaient la France occupée, pour diverses raisons, de communiquer avec leurs proches restés au pays pour leur faire comprendre que leur passage en Andorre s'était bien passé. Ce fut le cas par exemple en 1943 pour un groupe de jeunes de Tarascon qui avaient décidé de fuir le service du travail obligatoire en Allemagne en rejoignant l'Andorre. À leur arrivée en Andorre, ils ont demandé à Radio Andorre de passer la chanson « Tout va bien Madame la Marquise », sans plus de précision. Mais cela devait indiquer à leurs parents restés en France que le voyage s'était bien passé et qu'ils avaient réussi à se réfugier en Andorre. D'autres témoignages de ce type ont été rapportés. Le plus surprenant et cocasse finalement, c'est que cette technique servit aussi à Jacques Trémoulet en personne, le 22 décembre 1944, lorsqu'il fut contraint de quitter précipitamment la France pour échapper aux tribunaux de la Libération, dont la justice pouvait être assez expéditive. Accompagné de son futur gendre, Jacques Trémoulet entreprit de rejoindre l'Andorre, mais la frontière du pas de la Case était étroitement surveillée, et la seule façon de rentrer en Andorre, clandestinement, c'était à pied et par El Serrat, au nord de la principauté. Le voyage fut difficile car l'Andorre en hiver, c'est assez difficile d'accès. Mais ce chemin était connu des fugitifs qui avaient fui le nazisme ou Vichy, et il le deviendra aussi pour ceux qui voudront fuir les épurations de la Libération. Jacques Trémoulet parviendra à rejoindre l'Andorre et Radio Andorre. Il demandera qu'on passe Le chapeau de Zozo de Maurice Chevalier pour signaler à son beau-frère Michel Banel qu'il était bien arrivé. Donc le quart d'heure des auditeurs servit de boîte aux lettres pour de nombreux messages. Dans Radio Andorre ignorait d'ailleurs la portée et le véritable contenu. Et cette émission pouvait donc potentiellement servir un camp comme l'autre. En voyage ou au cinéma, vous avez vu l'Himalaya, l'Acropole et Pompéi, l'Espagne au ciel fleuri. Vous avez vu Londres et ses Miss, Bruxelles et son mannequin Pis, jusqu'aux îles Hawaï. C'est beau, très joli, mais tout ça, voyez-vous, ce n'est rien, monsieur, rien du tout. Je connais beaucoup mieux. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papeau rigolo. Sur le devant, on a posé 3 plumes de pan et sur le côté, un amour de perroquet. Pour être original, il laisse, ça je vous le jure. Ce n'est pas le pipi de n'importe qui. À le voir si beau, tout Paris répétera bientôt. Avez-vous vu le chapeau de Zozo? À première vue, il surprend, il est un peu extravagant. Ne dites pas que je vous l'ai dit, il sort chez Monoprix. Et aussi, quand je passe à son bras, on fait on fait mais croyez bien que j'en suis pas plus fier pour cela. Mais depuis dans mon quartier, ce n'est plus qu'un cri. Tous les gens parlent de lui et l'on dit: avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papeau rigolo. Pas sur le devant, on a posé 3 plumes de pan et sur le côté, un amour de perroquet. Pour être original, il laisse, ça je vous le jure. Ce n'est pas le pipi de n'importe qui. À le voir si beau, tout Paris répétera bientôt: avez-vous vu le chapeau de Zozo? Je lis dans vos yeux une question.
pourquoi donc tant d'admiration? Pourquoi tant d'amour, enfin, pour ce petit Galura? Je vais vous expliquer le pourquoi. Lorsque pour la première fois, elle vint à mon rendez-vous, elle l'avait, c'est tout. En le voyant, j'ai reçu un grand coup au cœur et depuis, il est tout mon bonheur. Original, il laisse, je vous le jure, ça n'est pas le pipi de n'importe qui. À le voir si beau, tout Paris répétera bientôt. Avez-vous vu le chapeau de Zozo? Le chapeau de Zozo de Maurice Chevalier. Le message est bien passé. Alors, on ne pouvait pas terminer cette émission sans parler de la chanson Lili Marlène. Cette chanson restera incontestablement la chanson fétiche de cette Deuxième Guerre mondiale. Et cela dans tous les camps. Elle sera la chanson la plus écoutée durant la guerre, dans tous les pays, de l'Allemagne aux États-Unis, en passant par la France et aussi l'Andorre. Elle sera traduite en 48 langues et interprétée par de nombreux artistes. Mais à l'origine, elle fut créée et interprétée par une chanteuse allemande, Lale Andersson, en 1938, dans les cabarets berlinois, puis enregistrée sur disque en 1939. La chanson évoque l'histoire d'un soldat sur le front qui pense à sa fiancée. Elle est pleine de nostalgie et surtout, elle transcende les clivages. À cette époque, ce fut un bide. Puis, en 1941, presque par hasard, elle fut diffusée par la radio allemande de Belgrade, qu'on pouvait capter dans toute l'Europe et jusqu'au front d'Afrique du Nord. Redemandée par les auditeurs et surtout par les soldats sur le front, elle devint même l'indicatif de cette radio. Son succès fut tellement fulgurant que le régime allemand décida, un peu à contre-cœur, d'en faire un hymne pour ses soldats. En effet, Goebbels trouvait que les paroles étaient un peu trop démobilisatrices, mais ne pouvant pas arrêter le tsunami que la chanson avait provoqué, il essaya de la récupérer en lui donnant un air un peu plus martial et militaire. Elle fut diffusée jusqu'à 35 fois par jour sur Radio Berlin. Mais ce qui est curieux, c'est que même les soldats alliés l'écoutaient, car finalement, elle traduisait bien l'état d'esprit des combattants, quel que soit leur camp. En France, elle va être reprise par la chanteuse Suzy Solidor, qui interprétera chaque soir dans son cabaret La Vie parisienne. Aux États-Unis, elle connaîtra une version plus swing, avec l'orchestre de Glenn Miller, accompagnant les Andrews Sisters. Il y aura aussi une version anglaise, diffusée par les radios militaires anglaises et la BBC. Enfin, elle connut la consécration en 1944, lorsqu'elle fut interprétée par la chanteuse d'origine allemande, réfugiée aux États-Unis pour avoir fui le nazisme, Marlène Dietrich. Marlène Dietrich l'interprétera sur le front de libération pour les JAS américains, et cette chanson traversera les époques, et beaucoup d'artistes l'inscriront à leur répertoire, jusqu'à Amanda Lear ou Marie Laforêt dans les années 70, par Patricia Cass ou Ariel Dombal dans les années 2000. Alors je n'ai pas réussi à découvrir quelle était la version la plus diffusée par Radio Andorre durant la guerre. Mais comme nous venons de traverser 4 ans de guerre à travers le programme de Radio Andorre, je vous propose donc tout simplement d'écouter la version de 1944, interprétée par Marlène Dietrich, avec sa jolie voix grave. Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marlene. With me, Lily Marlene. Give me a rose to show how much you care.
tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new for you, Lily Marlene, for you, Lily Marlene. When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you in you's my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene, it's you, Lily Marlene. My love for you, when you's my might, I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene, it's you, Lily Marlene. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Avant de rendre l'antenne, comme on dit, je voudrais vous donner les coordonnées de quelques livres qui traitent de l'histoire de Radio Andorre à cette époque. Je vous ai déjà parlé du livre de Claude Bénet, paru en 2010 aux éditions Le Pas de l'Oiseau. Son titre est « Passeurs, fugitifs et espions, l'Andorre dans la Deuxième Guerre mondiale ». Mais en 1953, deux livres vont aussi paraître à propos du procès de Jacques Trémoulet à la Libération. Ils ont été écrits par les deux avocats qui se sont affrontés dans ce procès, Louis Noguer, qui était l'adversaire de Radio Andorre, et Michel Banel, avocat et beau-frère de Jacques Trémoulet. Le premier va éditer aux éditions Chavannes La Frontière et la Mission d'État. Le deuxième, Michel Banel, éditera à la SGP un livre intitulé tout simplement Réponse à Louis Noguer. Alors, ces deux livres sont très intéressants si vous voulez avoir une idée objective de la position de Radio Andorre durant la guerre, parce que là, en les lisant tous les deux, vous aurez les deux points de vue opposés. Je voulais aussi évoquer le livre de Sylvain Attiel, Conquérant des ondes, l'incroyable aventure de Radio Toulouse et Radio Andorre, édité aux éditions Privat en 2008, et je crois qu'il existe même une édition de ce livre en catalan. Voilà, il présente ce livre de manière assez romancée, la naissance du groupe Trémoulet dans les années 20 et son développement jusqu'à Radio Andorre. Alors n'oublions pas non plus la thèse d'Eugenio Giral Quintana, parue à l'université de Barcelone en 1988 et dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Elle évoque l'histoire de Radio Andorre, mais c'est en catalan. Il existe aussi une autre thèse, cette fois-ci en français, et non moins intéressante, signée par Jean-Pierre Sellerier. Son titre c'est « La radio à Toulouse, 1925-1945, la puissance du groupe Trémoulet ». Voilà, cette thèse est parue à l'université de Toulouse 2, Le Mirail, en 2002. J'aurais aussi voulu citer le travail du journaliste andorran Andrés Luengo, qui récolta en 2009 le témoignage de Maria Escrihuela, la toute première speakerine de Radio Andorre dès 1940. Elle vécut jusqu'à l'âge de 99 ans. Andrés Luengo a aussi un blog fort intéressant sur l'histoire de l'Andorre durant la guerre. Son titre est Pirineos en Guerra. Merci aussi pour leur aide et témoignages aux anciens directeurs de Radio Andorre, hélas disparus aujourd'hui, qui étaient Jean Delvigne et Gilles Marquet, mais aussi à Jean-Louis Marquet, avec lequel je suis toujours en contact aujourd'hui. Merci aussi aux archives
de la Principauté d'Andorre pour leur remarquable travail de conservation des archives de Radio Andorre et leur répertoire en ligne de tous les disques de la station. Je vous invite à le consulter. Merci à Christian Melling. Christian Melling qui m'apporte une aide très précieuse pour la restauration des vieilles cassettes retrouvées des archives sonores de la station et aussi pour leur diffusion sur les ondes courtes. Enfin, un dernier merci à ma grand-mère paternelle, Marie Prince. Lorsque j'étais enfant, dans les années 60, elle m'a beaucoup parlé de Radio Andorre, qu'on pouvait d'ailleurs encore écouter en Lorraine où j'habitais à cette époque. Et elle fut, elle, une auditrice assidue de Radio Andorre durant toute l'occupation, car elle aimait la musique qu'on y passait. Elle m'en a beaucoup parlé, et indirectement, je pense que c'est elle qui m'a donné la passion de l'histoire de cette station, et qui m'a conduit à créer le site akiradioandorra.com. Voilà, cette émission est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Moi, j'ai passé vraiment beaucoup de plaisir à vous raconter toutes ces anecdotes et puis surtout à écouter ces vieux disques d'un temps passé qu'on n'a pas connu pour la plupart d'entre nous. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page Facebook de mon site ou sur Mixcloud. À cette heure, je ne sais pas encore si je vais me lancer dans la réalisation d'une autre émission de ce type. Si je sens qu'il y a un intérêt pour cela, on verra bien. En tout cas, merci de votre écoute. À bientôt peut-être. Et on termine avec l'indicatif de fin des programmes de Radio Andorre.